Benoît Vétiquiard, architecte à Paris et enseignant à Paris-Est. Good afternoon. My name is Jake Matatiao. I'm in Los Angeles, California. I teach at UCLA in the Department of Architecture and Urban Design. I'm an architect and I teach also design studio and design theory at UCLA. Très bien. Oui, Jérémy Lecomte, oui, philosophe, j'y retourne, et enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Versailles et directeur de ce projet. Hazard, architecte, co-directeur de Projectile et enseignant à l'école de Versailles, P21 et P45. Ok, nous vous écoutons, Quentin et Alexandre. Alors du coup, voilà, la vidéo en fait, elle montrait des extraits publicitaires et sur lesquels on voyait en fait des zooms sur des textures de produits, sur des manières en fait de communiquer publicitairement autour de ces objets. Et c'est ce qu'on a défini comme étant le FAP, et on va y revenir par la suite, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce type de communication, de médiation, peut dessiner l'horizon potentiel d'une nouvelle pratique architecturale qui serait préoccupée par l'image. Donc voilà comment on en est arrivé là, on va vous expliquer. On a commencé en fait à entrer dans cette problématique en tournant le dos à notre école, et depuis le parvis du château de Versailles, depuis un an, en fait, il y a cette bâche qui enveloppe la chapelle royale pour cacher en fait, le chantier qui s'y déroule. Et sur cette bâche est imprimée une vue en perspective de l'intérieur de la chapelle qui est rendue inaccessible pendant le temps des travaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était intrigués par l'installation qui nous semblait traduire quelque chose de l'expérience contemporaine de l'architecture aujourd'hui. Et elle s'adapte à l'évolution des usages. Alors, du coup, on était intrigués par la présence de cette bâche, et ce qui était intéressant, c'est qu'on observait les touristes, et nombreux étaient ceux en fait qui se photographiaient en selfie. Et dès lors, on voyait que ce qui primait, c'était pas de rentrer dans la cathédrale, mais d'être en capacité de s'auto-représenter dans cet espace. Et ça ouvre, selon nous, un questionnement sur une certaine expérience vécue de l'architecture. On voit que la relation entre la production d'images et la production d'architecture, elle fait partie intégrante de l'histoire de l'architecture. Qu'il s'agisse de Palladio, de Brunelleschi ou de Lenôtre, pour retourner à Versailles, on voit que la capacité à produire une image de ce qu'on va construire est constitutive de l'architecture. Et pour Lenôtre, la connaissance fine de la perspective, par exemple, et sa construction géométrique a permis de produire des plans, des relevés topographiques qui ont contribué à ces paysages qu'on peut observer aujourd'hui à Versailles. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ça n'a pas réellement changé. L'image est toujours, disons, préliminaire au projet d'architecture, sauf qu'on a la sensation que nous, étudiants, agences contemporaines, on produit davantage d'images. Et cela semble prendre le pas sur la production d'architecture concrète. Comme on a tous pu le voir durant cette période de confinement, ces images elles circulent sur des canaux spécifiques, par exemple Instagram ou actuellement Zoom, sur laquelle on fait notre présentation de diplôme. Et on voit bien que ces formats modifient en profondeur à la fois le fond et la forme des images que nous présentons, et jusqu'à modifier l'architecture elle-même. Là, en exemple, on voit c'est le travail de l'agence contemporaine Atelier Fala, qui oriente sa pratique d'agence sur la production d'images avant de produire de l'espace. Et on voit que, disons, cette démarche quasiment par anamorphose génère des éléments qui sont uniquement présents pour la justesse de composition de l'ensemble. Et par exemple, c'est une agence qui justifie en fait l'usage, par exemple, de poteaux, de cloisons, qui n'ont rien à voir avec une raison structurelle, mais qui sont régis en fait par des éléments de composition picturale. Et du coup, dès lors, la structure se retrouve travestie et devient ornement. Donc on revient alors à cette vidéo qu'on vous publiera par la suite dans le chat. Le FAP, c'est un acronyme qui a été inventé par l'éthologue, donc un comportementaliste animalier néerlandais Nicolas Steenbergen. Et en fait, il a étudié le comportement des animaux et il a identifié que chez eux, il y avait des séquences d'actes non appris qui pouvaient générer des actions incontrôlables chez le vivant. Et c'est ce qu'il a appelé le FAP. Et le FAP, c'est des stimuli qui amplifient des signaux. Alors, des signaux, la couleur, la forme, la texture, par exemple, déjà présents dans l'environnement, et qui les induisent en erreur, et qui peuvent court-circuiter, disons, leur raison naturelle.
Et, euh, et d'une certaine manière, le fab, c'est un piège aux astreintes naturelles du vivant. Et par exemple, là, ce qu'il montre dans ces images, c'est qu'une noix, elle est prête, elle préfère couver un bulbe de lampe parce que la courbure est plus propre, parce que le verre est plus lisse, etc., quitte à délaisser ses propres œufs. Et dans ce cas-là, elle induit son espèce dans un court circuit biologique jusqu'à, par extension, l'extinction de cette espèce. Et comment on en arrive là aujourd'hui avec cette publicité du burger? En fait, il se retrouve que dans le régime médiatique de production d'images, on voit que ces ressorts ont été aussi récupérés par les courants du neuromarketing. Alors pourquoi? C'est assez simple en fait, c'est une stratégie pour créer de l'adhésion sans discours. Et comme ça, on n'a pas besoin de convaincre sur la qualité de tel produit, en invoquant chez nous des instincts liés qui peuvent être liés par exemple à la sexualité, à l'érotisme, à la territorialité, au pouvoir. On peut créer de l'adhésion sans avoir besoin de convaincre sur la raison de ce produit. Et par exemple, en fait, dans cette publicité qui a été vraiment l'armature de notre réflexion, on voit que ce burger, il est complètement construit et faux, et il ne représente pas un burger, mais le simule, et il cherche à amplifier la perception du produit pour le rendre plus désirable. Et le but, c'est de générer un acte d'achat. Pour nous, le but avec cette question du FAP, c'est d'introduire cette question spéculativement extrême du rapport à l'image dans le domaine de l'architecture. Et le postulat qu'on prend, c'est qu'aujourd'hui, l'architecture est presque en retard de ce point de vue. Donc il n'est pas question de dire qu'il faut se mettre à la page et qu'eux sont en avance. Il s'agit plus de réfléchir à ce que le FAP pourrait induire dans la sphère architecturale. Et c'est une manière d'entretenir la critique, d'ouvrir le débat, avant même que ces choses ne se soient produites. Et du coup, nous, on s'est posé la question, protocolairement, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser cette logique et jusqu'à quel point on pourrait considérer que la production d'images pourrait tout à fait en finir avec la production architecturale. Et c'est ça qu'on a voulu explorer dans ce travail de PFE. Tout ça a été interrompu par cet événement qu'on a tous vécu. Et du coup, pour des raisons contingentes, on s'est retrouvé en situation de confinement. Et bloqué chez nous, on a décidé d'établir notre terrain de réflexion dans notre espace domestique. La réponse de ce projet, elle a été forcément affectée par cette situation du confinement. On a fini par mettre au point un protocole expérimental, et c'est ce qu'on va vous développer. Donc on était voilà, dans cette maison en haut à droite. Donc c'est une maison d'un tissu qui s'insère dans un tissu de banlieue, dans un quartier pavillonnaire, une architecture parfaitement générique de constructeurs. Et c'est là-dedans qu'on était enfermés pendant 3 mois, avec pas de capacité de sortie. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'à partir de cette architecture dans laquelle on habitait, on a sélectionné un certain nombre de pièces qui, selon nous, sont représentatives, disons archétypalement, d'un usage de l'espace domestique. Donc on a isolé ces éléments-là et on a mis au point un protocole disons, archéologique. On a cherché à voir, déjà, premièrement, on ne voyait pas trop l'architecture dans cette architecture générique pavillonnaire, mais on voyait beaucoup d'objets, une suraccumulation d'objets. Et du coup, on a commencé à inventorier ces objets et on les a classifiés. Et à partir de cette classification, on en a identifié certains qui nous semblaient traduire archétypalement cette question relative à la douche. Donc c'est l'exemple de la douche. Et à partir de ces objets, on est simplement allé voir quelles étaient en fait toutes les médiations qui gravitaient autour de ces objets de consommation pour comprendre le discours. Et au fil de ce travail, on a réalisé que la rhétorique majeure utilisée autour de ces objets, qui sont présents dans notre environnement, elle introduit systématiquement un rapport à la nature. Par exemple, dans la salle de bain, cette médiation, elle évoque systématiquement des rapports à la végétation, très romantisés, tropicales, des usages de focales bien précises ramenant à des close-up qui mettent en avant la peau, des textures, l'eau, la fraîcheur, la végétation, en faisant abstraction du reste. Ainsi, on a constitué un corpus qui établit un fantasme de l'usage de ces produits et par extension des pièces où cela se déroule. Et la vidéo, du coup, qu'on vous montrera à la fin, elle montre tout cet aspect composite qu'on a établi. Alors, comme on a pu le voir, ces objets projettent donc une certaine vision de notre environnement au sein même de nos logements en utilisant le registre du FAP. Donc c'est des éléments de fantasme qui sont quasiment de l'ordre du totem. Aussi, on peut observer que plus ces objets manufacturés évoquent une nature de manière romantique,
plus ils sont ceux-là même qui lui portent préjudice. Si vous voulez, ces objets nous proposent une chimère environnementale qui n'a plus lieu. Notre proposition est donc d'utiliser le fantasme généré autour de ces objets pour spéculer sur le travestissement de notre propre réalité de confinement. Et c'est là où on s'est appliqué à simuler ces fantasmes, c'est-à-dire à en recréer les paramètres. Donc comment on a procédé? On a utilisé deux instruments principaux, le premier étant la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de modéliser n'importe quel objet sur une base de photos pour ensuite pouvoir l'implémenter dans notre projet. Exemple avec la tortue ici. On a donc modélisé pour cela un nombre d'objets du déjà là pour établir une bibliothèque qui répertorie ces objets comme autant d'éléments de nature qui constituent notre environnement de confinement, du mobilier dont évidemment nous faisons partie. Le deuxième outil, c'est le média. En l'occurrence, ici, on s'est penché sur Instagram, moins l'infrastructure qu'elle représente, qui est déjà présent dans la sphère architecturale. La puissance de ce média, pour nous, réside en partie dans sa capacité à proposer une structure, c'est-à-dire à une forme de production, c'est-à-dire d'imposer un format qui peut créer de la narration sans nécessairement avoir besoin de discours, donc qui se rattache à la notion de fab. Bien conscient des aléas de la structure, on a voulu quand même éprouver son impact jusqu'à la transformation des proportions de notre propre dispositif. Donc l'architecture qu'on a dessinée et surtout leurs représentations sont conçues selon des ratios de publication. Donc voilà quelques images de simulation. Elles sont sorties de leur contexte, bien évidemment, mais c'est pour vous donner un aperçu. Le but de ces images diffusées sur la plateforme, c'est de faire entrer celui qui la regarde dans une immersion d'un confinement, du moins notre confinement fantasmé. Et pour cela, il faut faire disparaître le cadre, sachant qu'elles sont souvent observées dans des moments d'intimité. Mais le projet, il ne s'arrête pas là. Donc on a donc éprouvé ces visions pour les rendre plus exactes, et ainsi créer un catalogue inventoriant les pièces nécessaires à la réalisation de ces chimères. Donc vous voyez, ces axonométries visent à mettre en lumière la dimension potentiellement constructive et déjà là des éléments qui permettent de construire ces fantasmes. C'est une manière de revenir à l'existant. Si vous voulez, la publicité, c'est l'idée fantasmée de ce qu'on trouve dans le commerce. Par conséquent, les éléments constitutifs de ce fantasme sont déjà là et disponibles. Donc que ce soit une bâche en PVC, un revêtement anéchoïque ou un rouleau de pelouse Bornéo, sont autant d'éléments disponibles et à tous. Donc on pousse cette réification de fantasme jusqu'à l'établissement d'un inventaire. Donc en l'occurrence ici c'est encore une fois la douche. Afin d'établir un inventaire de ces éléments et une liste de références prêtes à l'emploi. Donc on a donc poussé ça jusqu'à une pure liste de courses. Voilà. Donc cette liste, on l'a donnée à un certain nombre de personnes autour de la planète, avec pour instruction d'aller feindre l'achat de ces produits. Donc ce sont à chaque fois c'est la même liste, ce sont les mêmes objets génériques, ce qui nous amène à la dernière étape de simulation. Cette simulation, cette dernière étape a pour but un format qui s'appelle l'ASMR. L'ASMR, c'est quoi? C'est un exercice de manipulation de paroles par le chuchotement qui est enregistré à l'aide d'un téléphone bien souvent et hautement amplifié par un microphone. Pour ceux qui ne l'ont jamais éprouvé, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, cela éveille des affects, des sensations de bien-être créées par procuration. Quelque part, nous, on y voit un prolongement de ce qu'est le FAP, c'est-à-dire un format de vidéo ultra sensible, sans fond véritable, qui n'a pour but que de déclencher des sensations, encore une fois par procuration. Donc cette même liste, ces mêmes objets génériques, on l'a distribué à travers le monde,
Et ce qu'on a pu observer, c'était assez étonnamment que les approches étaient assez diamétralement opposées sur des mêmes produits. C'est-à-dire que Sebire à Kyoto, c'était une certaine manière de se réapproprier ces objets génériques. Par exemple, Misaki au Japon ne s'appropriait pas de la même manière un sac de terreau qu'une personne en Turquie. Dans un contexte de confinement, au travers de cette démarche, on retrouve un certain rapport au monde par procuration, une stratégie d'appropriation de ces éléments génériques. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Ce qu'on va faire, c'est vous partager Vous voulez débuter ou lorsqu'il y a d'abord des questions Voilà, j'avais plutôt envie de poser une question. Enfin, j'aimerais que vous reveniez, si c'est possible pour vous, sur le dessin, ou en tout cas, vous faisiez un commentaire sur ces différentes atmosphères ou milieux, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on les décrit, ces fantasmes, voilà, parce que vous parliez de fantasmes. Oui. Pour comprendre un peu plus comment ils ont été dessinés, imaginés, pourquoi ces choix-là, enfin, comment vous en êtes arrivé à dessiner, enfin, à faire ces propositions de catalogue, enfin, ces différents fantasmes, quoi, ils viennent d'où? Comment vous les avez construits à deux en plus? Ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait. Alors, tu peux revenir sur le catalogue juste avant, peut-être. Alors, peut-être juste avant de répondre, en fait, il y a deux membres du jury qui n'ont pas été introduits. Il s'agit de Charles Dobas, qui est intégré au jury invité, et Gérald Gribet, qui est invité au jury. Bienvenue. Désolé. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Écoute. Ça fait beaucoup de couacs. Alors, c'est la question. Alors, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer, à vrai dire, c'est-à-dire que vous voyez par exemple, on va prendre l'exemple de la salle de bain, c'est plus simple. Tous ces référents, ils sont convoqués par les produits qui constituent, qu'on a étudiés et qui constituent la salle de bain dans laquelle on se trouvait pendant le confinement. C'est-à-dire que, assez simplement, on s'était demandé comment ces objets sont arrivés là et pourquoi ceci et pas un autre. Et c'est aussi comme ça que la question du FAP est arrivée. Et on a vu que ces éléments convoquaient en fait des idéals d'environnement, des constructions. Et donc on a tâché en fait de leur donner corps à ces fantasmes. Alors comment on a procédé assez simplement, donc il y avait la photogrammétrie. Voilà. On a procédé de différentes manières, c'est-à-dire que ce qu'on vous a présenté, alors, ça va, mais je ne vais pas remonter trop, mais les compilations en fait, de FAP que vous avez pu voir dans la vidéo d'introduction, c'est-à-dire que pour chaque série d'objets liés à chaque pièce, on a fait une sorte de cadavre exquis,
On a cherché à combiner en fait ces éléments-là, et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on voit que en fait, ça parle très bien et sans fond. On peut créer de la cohérence sans fond, parce que chacun de ces objets est complètement différent. Et à partir de ça, en fait, on a déconstruit ces éléments en une série d'éléments, à savoir, par exemple, sur les publicités qui sont relatives à la douche, on est sur du close-up. Donc on est sur une mise en avant extravertie des textures, par exemple d'un rapport à la fraîcheur, et aussi c'est toujours lié à un protocole de cadrage. Donc il y a un travelling par exemple, et ce travelling se retrouve mappé sur l'écran incurvé qui est dans le fond de la douche. Et dans la hiérarchie en fait des plans séquences qu'on a fait, parce qu'on fait des images avant de faire l'architecture, et du coup conjoncturellement presque, l'architecture en fait c'est le résultat de ce protocole. Ça définit en fait tout un tas d'attitudes à employer et de là en fait découle l'architecture. Et le truc c'est qu'en fait tous les éléments qui sont toute cette virtualité en fait qui est tous les référents autour de ces objets ils existent. Et du coup ce qu'on a cherché à montrer c'est qu'on est inondé en fait par cette espèce de fantasme qui a trait à la nature et cette espèce d'hyper stimulation biologique qui s'exerce sur nos sens. Et tous les éléments de ces fantasmes, ils sont ici, ils sont disponibles à Leroy Merlin. Et c'est une manière un peu de réifier cette espèce d'immense virtualité vers quelque chose de parfaitement tangible et réalisable. Ok, merci. Je l'avais pas, c'était pas encore clair, mais là ça l'est. Merci. Bon, il y a besoin d'autres éclaircissements ou alors on peut passer aux commentaires. Non, bon. Je sais pas, peut-être nos invités. Eric, pardon, juste pour clarifier, le jury, on a donc 2 membres que Alexandre et Quentin ont voulu inviter, donc c'est pas membre. Est-ce que quelqu'un, excuse-moi Jérémy, je te coupe 2 secondes, est-ce que quelqu'un peut couper son micro parce que Jérémy, ta voix se dédouble et j'ai du mal à comprendre. Alors, là, ça va ? Oui, vas-y, Oui, merci. Oui, non, je disais juste que Alexandre et Quentin avaient voulu inviter 2 membres de jury, qui sont donc 2 membres non officiels du jury. Ils prendront pas part aux délibérations, mais si on peut leur laisser dire un mot, c'est chouette. bien sûr. Et on a aussi Cédric Libert qui est là en invité aussi, que vous connaissez pour certains mieux. Voilà, donc s'il veut dire un mot aussi, à un moment, on pourra le laisser s'exprimer. Voilà, c'était juste pour clarifier ce point. Bah oui, bien sûr. On peut commencer par nos invités alors. Je sais pas si Gérald est ici ou pas avec nous. Mais... je vais prendre la parole. Moi, j'ai pas de. Bon, je commence. J'ai pas de. Vous m'entendez déjà ? Oui, Oui, très bien. D'accord. J'ai pas d'éclaircissement particulier à demander. Non, je suis juste très intéressé par ce qui a été dit. Et alors, ce que je peux dire en premier lieu, c'est que je trouve qu'il y a un terme qui est assez éclairant, c'est le terme que vous avez utilisé 1 ou 2 fois, qui est le terme de chimère. Parce que finalement, c'est vraiment ça que ce que j'ai l'impression que vous faites là, c'est des chimères à partir d'univers et d'objets un peu totems, enfin surtout des univers qu'ils appellent, des sensualités, sentiments qu'ils appellent, et qui vont vous permettre d'extrapoler autour de chimères. Là où je vous suivais un peu moins, c'est d'une certaine manière le réatterrissage vers une matérialité. C'est-à-dire le fait quand vous allez rechercher à travers ces listes de courses et ainsi de suite, une forme de nouvelle matérialisation de ces chimères-là. Enfin, c'est là que je vous ai un peu perdu, moi, personnellement. Mais sinon, tout ce qui est préalable, toute cette idée de l'extrapolation et de la matérialisation à travers une architecture de cet espace chimérique, je le trouve assez passionnant, en fait, que vous avez réussi à construire. Et j'ai trouvé aussi intéressant, excusez-moi, je finis, et j'ai trouvé aussi intéressant le côté aussi que vous ne jugiez pas forcément ce processus-là, mais que vous contentiez de le décrire et de l'extrapoler. Voilà. Ok. Autre invité qui veut prendre la parole? Parce que alors, du coup, je vois pas toutes les personnes sur l'écran. Je sais pas si Gérald... Cédric, ici, tu es là. Allez-y. Hein. Il y a Gérald, normalement. Je suis là. Il est là. Gérald. Oui, non, mais je vais la faire un peu rapide parce que c'est par pure curiosité que je voulais voir votre présentation. Juste déjà pour dire toute la série des vidéos, des images. Les vidéos sont assez bluffantes en fait.
notamment vous deux en mode autoportrait bizarre, comme ça, je trouve très fort. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. Oui. Et sinon, non, la seule question que j'ai, elle est plutôt sur comment dire, la posture de cette démarche. Ce que je trouve très intéressant, c'est d'avoir mis en place un protocole et puis effectivement, voilà, vous balisez un terrain de projet par le protocole et on vous sent assez distant de ce protocole. Donc ça me paraît très juste, quoi, un peu comme, voilà, c'est l'idée des souris en laboratoire, quoi. Mais je me pose juste la question de votre posture un peu idéologique, si vous voulez, par rapport à ce que vous venez de faire. Est-ce qu'il y a... Je trouve encore pas très clair. Je crois que j'ai une idée, mais je suis pas sûr. En tout cas, j'aimerais bien vous entendre sur le fait que c'est de l'ordre de la critique, de l'ordre du fétichisme, de l'ordre de la neutralité absolue, de l'ordre voilà, du laboratoire derrière lequel on regarde ce qui est en train de se passer. Enfin voilà, je voulais juste un peu de façon très intime, comment vous positionnez une posture et une forme de conviction par rapport à tout ça. Vas-y, commence. Alors déjà, dès le début de nos échanges avec Quentin, on s'est dit qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, on est tous, on peut que être animés par, disons, tous les désordres, tous les dérèglements, toutes les instabilités qui nous entourent. Mais nous, on a cette conviction qu'en tout cas, tenter de poser un regard déjà sur les grandes questions sociétales, c'est certainement les prendre par des petits bouts, en fait. Et du coup, en fait, nous, on a choisi en fait, d'intervenir. C'est vraiment cette question du rapport à l'image. Déjà, quelle est la représentation du monde que nous, on se fait, avant même de parler même d'écologie, je sais pas, de croissance verte, par exemple. Déjà, si on commence à poser un regard sur quels sont les objets de notre environnement qui nous entourent, quelle est la médiation, qu'est-ce qui fait, en fait, que ces éléments m'attirent. Et on a tous nos contradictions, je veux dire, on a tous des convictions, mais parfois on craque sur certaines choses, où on a des comportements qui ne sont pas forcément en accord avec notre conduite. Et du coup, nous, on a la conviction que ça passe par là. Ça passe évidemment par une espèce de prise de recul critique par rapport à cette prééminence des images, et notamment de leurs référents. Et voilà, après nous on est assez passionnés par le travail de Roland Barthes notamment, et toutes ces questions en fait des référents qui sous-tendent nos actes et l'utilisation en fait des objets de notre quotidien disent énormément. Et nous on est tous pris comme ça dans une espèce de spirale inconsciente, et l'idée c'était, ne serait-ce que nous en tant que voilà, architecte ou peu importe, commencer à se poser la question parfois, mais pourquoi est-ce que cette chose m'attire? Ou pourquoi je me suis fait avoir aussi par cette belle repré? Et peut-être que derrière, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de fond. Et on est tous en prise avec ça au quotidien, et notamment cette question d'Instagram. On ne fait pas notre rendu sur Instagram parce qu'on est passionné par Instagram, c'est parce qu'au contraire, on a observé que de plus en plus, et notamment à l'école, les rendus se font sur Instagram aujourd'hui, ce qui doit quand même nous alerter sur cette question du fond, qui est profondément altérée par le format. Donc ça, c'est tout le travail de McLuhan, par exemple. Et du coup, juste poser un regard là-dessus, en être conscient, c'est une chose importante. Et aussi, où est-ce qu'on envoie tout ça? On envoie ça sur des serveurs américains. On perd la propriété du génie qui est produit universitairement ou autre. Donc c'est censé un peu nous alerter là-dessus. Et du coup, voilà, l'idée de cet Instagram, c'est un peu un trompe-l'œil qui cherche à induire en erreur sur la tangibilité de ces installations qui ont l'air absolument virtuelles, mais qui nous permettent d'émettre le doute. Voilà, ouais, c'est important de formuler. Enfin, ça nous a semblé important de formuler ce qui nous semble ne pas l'être d'habitude. Et ça a été exacerbé par cette situation de confinement où on a très bien vu que l'énergie de notre société était investie dans ces moyens de communication, et qu'aujourd'hui ça représente voilà, le média ou la manière de faire du projet la plus résiliente qui est. Et c'est aussi une manière un peu d'ouvrir une discussion, peut-être d'alerter un petit peu sur... on s'est posé la question, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte de tension économique, etc. Qu'est-ce qu'on sait faire en sortant de l'école? Des images.
on sait essentiellement produire des images, produire de la mise en fiction. Par contre, cette question plus relative à de la production architecturale, elle est nettement plus discutable et tout. C'est une manière aussi, nous, de nous positionner par rapport à qu'est-ce qu'on attend de nous demain et qu'est-ce qu'on sait faire, comment on se positionne par rapport à tout ça. Par rapport à ce que vous dites, là, c'est vrai que vous parlez de l'image. Tu veux prendre la parole? Je veux bien rebondir sur la question de l'image. C'est vrai que l'image peut devenir une sorte d'objet autonome, mais il faut aussi voir l'image comme un outil de travail. C'est un espace mental. C'est la représentation d'une conviction. C'est quelque chose qui mène ensuite à la fabrication d'un espace physique. Donc voilà, moi ça c'est mon commentaire et c'est en tout cas la façon dont je vois la chose. Moi, c'est vrai que pour rejoindre Cédric sur la question de votre posture, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris au début de votre présentation. Vous analysez une image de Fala en disant voilà, ils sont dans un travail d'abord de composition, puis ensuite le résultat architectural dépend du point de vue et de sa composition. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut juger ça? Est-ce qu'au contraire, est-ce que à la manière d'Alberti dans Des Pittura, qui finalement nous dit qu'on vit d'abord dans une image d'architecture, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut remettre en question? Est-ce qu'il faut juger la qualité d'une architecture par le travail de l'image? C'est des questions qui sont extrêmement vastes, mais pour le coup, j'ai pas bien compris où est-ce que vous vouliez nous emmener en faisant ce travail d'analyse de l'image de Fala vis-à-vis de l'architecture construite. Si vous pourriez nous en reparler de nous. Alors Fala, c'était assez simple. Alors déjà, je tiens à préciser, voilà, on était assez distants sans émettre de quelconque jugement envers leurs travaux. Mais là où on voulait vous embarquer, en fait, c'est à travers la question de l'artifice. Parce que, notamment en faisant une arborescence du site, on a trouvé des documents, et eux-mêmes le disent, c'est l'utilisation d'ornements. Il y a des projets notamment où ils utilisent des colonnes factices, où tout devient en fait image, ou du moins un point de vue. Et quitte à ce que la spatialité et pas le point de vue en prennent un coup. Et en fait, cette question de l'artifice, ça nous permettait d'articuler avec cette notion de FAP, c'est-à-dire d'éléments exagérés, prépondérants. Et peut-être, par exemple, s'il faut, au sujet de Fala, nous, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment cette idée c'est de voir qu'il y a certaines agences, et de plus en plus aussi on est pris, parce que quand on voit la popularité des collages de Fala, qui sont extrêmement reproduits aussi par les étudiants en architecture, on voit qu'en fait, ça traduit une forme d'orientation progressive de l'architecture vers de la production d'images pour exister. Et quand on voit l'histoire de l'ascension des ateliers Fala, c'est initialement par la production d'images, donc pas de leur projet construit. Ils n'avaient pas de projet à la base. Et à partir de cette popularité qui a été construite sur la production d'images, ils ont commencé, il y a des projets qui ont été réalisés, et quand on parlait d'anamorphose, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup la composition architecturale qui dicte, la composition picturale qui dicte l'ordonnancement architectural. Et on a, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à accéder à la plateforme back-office du site de Fala. Et ce qu'on a vu, c'est qu'actuellement, en fait, ces critiques, ils les essuient actuellement. Et en fait, ils essaient de produire de la pensée, donc des textes, pour tenter de justifier cette approche. Et comment est-ce qu'ils la justifient? C'est par le climat de bulle spéculative qui sévit au Portugal, et d'une sphère en fait de logement secondaire et du Airbnb. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs au Portugal, c'est des gens qui achètent des appartements, qui veulent les rénover pour les mettre sur Airbnb. Donc sur Airbnb, on ne parle pas de qualité d'insertion contextuelle dans le site,
de justesse d'usage ou structurelle. On parle d'une image qui doit séduire pour ensuite provoquer une souscription, quoi, une réservation à la semaine. Et du coup, en fait, l'architecture a été construite par besoin, et eux, ils le justifient par nécessité, face à cette crise économique terrible, de relancer une activité économique dans un contexte où aujourd'hui, il n'y a plus que les retraités français qui bénéficient de crédits d'impôt pour s'installer là-bas, et du tourisme qui utilise des plateformes Airbnb. Donc on imagine d'un seul coup l'architecture est orientée vers la diffusion d'images qui doit séduire pour ensuite être habitée, qu'une image qui, par exemple comme le nôtre, qui dessinerait des plans, servirait d'outil pour la réalisation d'architecture construite en fonction de, par rapport à, je sais pas, des conditions de terrain, de dimensionnement, ou peu importe. Moi, je dois pas être assez Cédric matériel. voulait... Comment Cédric voulait prendre la parole. Vas-y. Non, mais vas-y, Jean-Benoît, si tu veux terminer d'abord. Non, mais c'est par rapport à cette histoire d'artifice. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter à cette notion-là. Enfin, tous ces éléments signifiants qui composent l'image, enfin, c'est plus que des artifices, c'est des objets signifiants, c'est des objets qui sont porteurs d'un récit. Mhm. Et je trouve dommage qu'on associe à ces formes géométriques qui spatialisent l'espace à un artifice. Pour moi, ça va au-delà de ça. Mais après, c'est comme ça que j'analyse l'image sans avoir lu les écrits de Fallas. C'est vrai que ces objets-là et ces géométries, pour moi, ça me rappelle, et c'est pas parce que Cédric est ici, c'est les métaphores de Sottsass, tout d'un coup, au milieu d'un désert, il y a des éléments marquants qui signifient qui sont vraiment les supports d'une narration, d'une fiction. Voilà, donc bon. Mais après, si vous dites qu'il est question surtout de bulles spéculatives, j'avais absolument pas fait lien avec ça jusqu'à présent. Encore une fois, nous, ce qu'on a vraiment voulu, alors là, ça se lie au travail de Sloterdijk, qui a écrit sur le cynisme. Nous, notre but pour nous inviter et inviter voilà, tout le monde à se poser des questions sur ce rapport à l'image, c'est jamais d'être dans le jugement, ni d'être cynique, mais plutôt d'utiliser l'ironie du détournement pour faire sourire, et l'humour pour soulever des questions un peu plus profondes. Et encore une fois, sur Fallas, nous, on n'est absolument pas critique. On essaie de déconstruire un petit peu les raisons de notre attachement, d'une certaine manière. Et pour ce truc des artifices, tout artifice a son signifiant, c'est ce qu'on a cherché à montrer dans ces approches publicitaires. Une bouteille de shampoing Ushuaïa nous renvoie à Bornéo. Et de la même manière, eux justifient, il y a un célèbre collage de Fallas où il y a un poteau au milieu, et eux le disent, dans ces bureaux, en fait, on a uniquement mis ce poteau pour organiser la composition. Alors la composition spatiale ou de l'image, on voit que l'image est très composée grâce à cet élément-là, un poteau, qui n'est plus un poteau, mais qui est un ornement chargé de référents et qui apporte certes une forme de poésie postmoderniste. Ça c'est clair. Hein. Ok, merci pour ces éclaircissements, mais il faut qu'on avance un peu parce que le temps passe et qui veut prendre la parole? Peut-être c'est autour de Jake, non? Thank you. It's an incredibly accomplished project. A lot of intelligence and thought and care and sensitivity in the narrative and staging of the let's say polemic around the imaging of architecture today. I think some of the best work that we do as architects is when we kind of own the fact of the state of the way in which the strength of a lot of what we do, at least in the pre-building phase, let's say, is engaging in fictions and writing fictions and imaging fictions. And so I think there's a hyper self-awareness of this activity in this project, so much so that we see it carried out through the instrumentalization of a catalog. I appreciated the kind of investigation into the behind the scenes of the Big Mac and the whole interest in how do I say it, like the evocation of desire around an object. Now, my question has to do with this, and particularly with FAP.
with FAP, it's kind of an innate, instinctual response or reaction to different species, different animals. And I wonder if you see both architects and or those who consume architecture or architecture images as kind of being habituated and trained to receive images. Yeah. So like now with I think you're putting your finger on this problem with like things like Instagram, right? There's a sort of training or habituation of taste that is happening in a almost inverted feedback loop between architects kind of determining taste or following trend in anticipation of tastes that popular culture desires. So, the kind of let's call it training or habituation of desire, the training or habituation of desire. What is the directionality of that in terms of the production and consumption of images within architecture? It's a very complex question. If you're I don't know. Like, I'm sorry. I didn't understand like exactly what you were meaning. Like, you were saying like basically that specifically like the customers and us as well are very like used and use and force somehow like to use some platform to be spread as architects. So you're pointing the fact that this influence the way we compose architecture, or yeah, I mean, what I'm saying is with FAP, right, with the action pattern, the fixed action pattern, there's the assumption or like the hypothesis of FAP is that there's an innate that there's something innate to the species, to the being, that the animal is responding to in an image or in a scene, right? Like patterns, pattern recognition. My question is, okay, that's an innate kind of animalistic response. My question is it possible that there is a training that can also happen? Because what I see happening, my hypothesis within like social media, in the image economy of social media, is that there's a training that happens that we recognize certain images as more desirable, more certain architectural expressions more desirable than others. And so are architects in front of that conversation or in front of that activity? Are they responding? Are they on the, they're consuming, we architects are also consuming the same images. And so what is the kind of dialogue between image production and image consumption in architecture image making today? That's kind of, for me, this project really opens that question up. And if you feel more comfortable responding in French, by all means, I will try to do my best to follow. No, but I would say you're right. It's exactly what we try to explore, like to enlighten the fact that us, like also as fellows who produce architecture images, we are also somehow victim of what like this kind of platform like brings us in mind in terms of standards. And for example, like all this way of this reflection about the project start by saying, okay, but I've been fapped. We are saying this always time, like, okay, for example, like the way, if we just point on one example about Instagram infrastructure, like the aim of Instagram is to make you scroll, and timelessly. And we all face that, like personally, like how did I spend like 30 minutes doing nothing and learning basically nothing? And that's the power of the infrastructure. And us as consumer architects, producers of content, we fall into that. And for example, like the Servo mechanism, the FAP behind scrolling, is the ideology of territory. We can always reach more.
but with this like virtual platform, it will reach till infinity, and which is like a way to induce our like biological response in mistake. And so basically, like the FAP is everywhere, and also we are deeply influenced by that. And it was like just a very nice challenge for us to think about. Sometimes we find a document serious or interesting just because we flash on line thickness or like the way primary colors are arranged. And our work mainly focus on that, about referent behind this, what are the referents, the sociological, cultural referents, but also all this part which deals with, like, for example, the bleu from Klein, which try to identify like something universal. And the FAP is mixing this, like cultural values and also this kind of primary instinct to bring us inside the trap. And what we try to do, like during this whole project, is to transform this trap, because in the end the trap is to buy something, to spend time and see like advertising on the platform. It was like more to think about how we can turn this trap into an open, optimistic array of possibility of projects. Like the aim of project is to open projection and creativity, where like commercial only trying to trap you. So we were just like thinking about this. Yeah, I mean, I'll just say last thing. It's fantastic, and I really applaud you for trying to find agency within the kind of thorny landscape of image production and consumption today, and trying to find some kind of productive agency and generative agency in this. Thank you. Thanks. Ok, merci. Reza, c'est à toi. Oui, en fait, j'ai du mal à poser une opinion parce que j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement satisfaisant dans ce travail. J'ai trouvé que les vidéos étaient extrêmement sensoriellement extrêmement plaisants, et je trouvais que ça faisait écho à leur discours. Je trouve voilà, il y a quelque chose de très bien construit, qui est très plaisant et en même temps très sensoriel et très sensible. Mais j'ai du mal à voir l'enjeu, en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre vraiment l'enjeu. C'est là où je trouve que je vous trouve un peu méchant, mais c'est bien en même temps d'être méchant. Mais en même temps, parfois un peu, je sais pas, un peu trop, je trouve. Et je trouve qu'il y a, je sais pas, je sais pas comment, enfin voilà, j'ai du mal en fait à le positionner, peut-être que parce que il y a des enjeux que j'ignore, mais voilà, je trouve pas je vois pas, parce que je trouve intéressant la construction de ce diplôme, mais je vois pas en quoi, parce que la question d'image est tellement plus vaste. Je trouve que vous l'abordez sous un seul angle extrêmement précis, sous un sous-ensemble en fait. C'est un sous-ensemble que vous critiquez. Et je trouve, mais c'est dommage d'imaginer que vous traitez l'ensemble de la question de rapport à l'image de l'architecte. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais. C'est-à-dire que quand je le mets dans une catégorie sous-ensemble, je trouve que c'est assez cohérent. Mais c'est là où je vous dis que vous êtes trop méchant. C'est que je trouve que de le globaliser, de ramener un discours sur le rapport d'architecte et l'image, je trouve que ça c'est un peu trop fort. Ok. Et qu'il y a différentes manières de considérer l'image sous différents angles qui sont très enrichissants pour l'architecture et pour la société. Oui, en réaction à ça, c'est aussi parce qu'on s'est focalisé sur ces plateformes et en fait les non-réactions vis-à-vis, enfin les non-réactions des architectes entre guillemets par rapport à tout ce qui se formule sur ces plateformes nécessitait, enfin peut-être cette forme de violence, même si on l'a pas vu comme ça. Et ce que nous on voulait engager, le but de ce projet, c'était également d'arriver à ce
qui nous semble peut-être manquer aujourd'hui, c'est-à-dire la fiction, tout simplement. C'est, par exemple, quand on parle de violence, ça fait penser à Sade, mais peut-être que je dirais. Non, je voulais parler de ça aussi, donc c'est bien. Je voulais parler de Sade, par exemple, où Sade, clairement, il sodomise, il écrit qu'il sodomise 400 personnes. Il n'y a pas plus violent. Sade, voilà, et Sade, il écrit la merde, mais la merde, comme Barthes le dit, on la sent pas. Mais ce qu'il réalise par là, il réalise des impossibles. En fait, je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est extrêmement intéressant, qui nous avait été conseillé par Gwenaël Delumeau au début de ce PFE. On regrette qu'il ne soit pas présent, faute de connexion où il habite. En gros, ce que Roland Barthes il décrit dans ce bouquin, Sade, Fourier, Loyola, il décrit l'œuvre de Barthes et il explique en quoi le média de l'écriture, et chaque écrivain, sa manière d'écrire, engendre une mécanique. Et à la manière dont McLuhan l'a écrit dans Media is the Message, la mécanique interne de l'écriture produit son propre discours. Et du coup, en fait, l'écriture, ce qu'il explique, c'est que c'est plus une manière de transmettre, d'exprimer une fiction, ça devient une mécanique qui engendre des dispositifs spatiaux. Et par exemple, il parle de Sade, et c'est lui, par exemple, là, qui dit ça en fait dans ce texte, c'est que s'il écrit la merde, c'est pas pour autant qu'on la sent. Et du coup, en fait, la mécanique médiatique, elle a cette capacité à produire un discours et à formuler des impossibles. Et c'est ça la force, en fait, de la fiction. Et nous, s'il y a quelque chose qu'on a voulu faire réintervenir, enfin qu'on a voulu montrer dans l'architecture, c'est que on peut encore formuler un certain nombre d'impossibles et tenter aussi de les ramener à une certaine réalité. Et pourquoi on s'est emparé du FAP? C'est juste pour ça, c'est de montrer qu'on aurait pu analyser la méthode de discours de Sade et montrer comment ça génère un château qui a été dessiné, etc., et qui est complètement dingue, mais en fait qui est uniquement le résultat d'une mécanique d'écriture. Et le FAP, c'est disons, la dimension du régime médiatique le plus extrémiste et le plus contemporain qui puisse exister aujourd'hui. Et on voit que les régimes médiatiques, aujourd'hui, on n'est plus sur Instagram, on est sur TikTok, par exemple. Et tout ça, ça évolue tellement rapidement. Nous, on a juste voulu poser un regard, une vision prospective, en cherchant à anticiper. Et si le FAP venait nous télescoper dans l'architecture, qu'est-ce que ça engendrerait? Et par exemple, le FAP, c'est tous ces gifs satisfying. Par exemple, tout le monde les a vus, où il y a des mouvements en boucle, ce qu'on a cherché à faire sur la cuisine. Et on voit qu'en fait, que ces éléments-là, ils interviennent dans l'architecture progressivement. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi une petite question. Oui, je peux vous interrompre, mais comme je vous interromps quand même, du coup. Mais c'est aussi ce que vous, il y a quand même une déconstruction d'une certaine façon de communiquer en architecture. Je pense au photomontage des architectes, et je pense aussi par exemple, et la question de la positivité et de la négativité. Qu'est-ce que le photomontage de l'architecte nous dit du monde quand il est négatif? Je me souviens d'un photomontage pour un projet de place publique à Saint-Nazaire, où l'archi avait décidé de ne pas montrer comme habituellement le modèle sociologique du couple avec enfants épanoui au milieu de la verdure, mais des jeunes avec des capuches et des petits boules. Et du coup, il sortait un peu j'ai l'impression, de ce que vous êtes en train de dénoncer, qui est en fait une standardisation de la communication en architecture. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Voilà. Ouais, Il y a ça, il y a cet effet de la standardisation genre, qui est forcé par Instagram, et il y a aussi une espèce de scientifisation qu'on a observé par exemple dans le marketing. Avant, quand on lit par exemple des bouquins de Bernays, la propagande, on voit très bien qu'il y a eu un basculement sur la communication. Avant, on essayait de convaincre, par exemple par l'empowerment. La femme va se libérer si elle fume, etc. etc. Et aujourd'hui, en fait, on est basculé dans quelque chose qui est nettement plus moléculaire. On a réussi à... En fait, c'est des médecins qui travaillent dans les agences de marketing, posent des électrodes sur les gens, et ils regardent, en fait, en fonction de certains stimuli, quel est leur niveau d'acceptation. Et on pourrait très bien imaginer ça basculer demain, en fait, dans l'architecture, et réagir qu'en fait, le bleu, c'est quelque chose qui marche. Telle texture, etc. Et aujourd'hui, l'architecture peut tendre vers ça, vers une espèce d'injonction à séduire par le média
pour exister. Et, et juste, en fait, nous, on ne fait pas du tout le procès en fait, de l'image en architecture, mais du fait que l'image est devenue son propre espace de référence. C'est justement ça, c'est juste ça. Ce qui est aussi Mais pour le coup, c'est beaucoup plus Guy Debord que Roland Barthes quand même. Ouais. Guy Debord nous dit le réel, voilà, l'image s'est substituée au réel, et vous nous dites l'image hyper manipulatrice, encore plus manipulatrice, c'est substituée à une image déjà manipulatrice. Vous créez des espèces de degrés dans la manipulation. Et c'est très situationniste, ce projet-là. Complètement. Et alors, mais parce que ça, on entend bien ce discours-là. Et moi, je trouve qu'il y a autre chose qui m'intéresse peut-être davantage, parce que c'est la traduction d'un langage en un autre, puisque vous êtes, me semble-t-il, quand même sur la formalisation de ce langage, une espèce de sémiotique du fantasme de l'image. Et ça, vous allez le traduire formellement, si je vous suis bien. Il y a ça dans votre proposition. Et ça me semble plus une proposition architecturale, même si elle est assez théorique, donc il y a deux postures, en fait, dans votre travail. Je trouve il y a la posture déconstructrice de l'image, et il y a aussi cette proposition qui, pour le coup, est une proposition de formalisation architecturée, quelque chose de cet ordre-là. Si jamais il y a moyen de se glisser une minute, je veux bien aussi rebondir un peu sur cette question-là. Bien sûr. Non, je trouve dans la discussion, on est beaucoup sur la question de l'image, la question du rapport très petit entre la question de l'image et de l'architecture, et le tout dans une question très 20e siècle, ou 21e. Mais je trouve qu'il y a une discussion qu'on a mis totalement de côté, c'est la question de l'image comme langage, et surtout la question de l'image aussi comme construction du récit. Et là, il y a un moment donné, en vous entendant, j'ai repensé à des trucs de la Renaissance. Si vous voulez, à un moment donné, toute la peinture de la Renaissance, elle est destinée à construire un grand récit, qui est un récit anthropocentriste. C'est-à-dire de construire la place de l'humain au centre du monde. Et c'est par l'image que ça se fait, c'est pas par le texte. Alors oui, il y a un peu Alberti, etc., si on veut, mais c'est surtout par l'image. Et je trouve que dans votre cas de figure, alors je ne veux pas vous faire porter un héritage beaucoup trop lourd en mettant les questions de Renaissance et tout ça, mais quand même, et Superstudio a fait ça, tout le travail de Superstudio par l'image, il est de cet ordre-là, c'est la question de la construction d'un récit anthropologique. Et donc, je trouve que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que simplement et beaucoup plus puissant, mais peut-être que vous n'en êtes pas totalement conscient, sur le rapport entre l'image et la construction des récits. Et la question de la construction de ces récits, en fait, ils interrogent un monde contemporain de façon beaucoup plus large que celui qui dépasse l'architecture. Voilà, alors je ne sais pas, je ne veux pas vous faire porter un truc trop lourd, hein, mais j'ai l'impression que vous avez quand même mis le doigt sur une question encore un peu plus large en termes de construction de récits critiques. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Hein, mais... Je pense qu'il faudra qu'on en reparle. Ça a l'air assez profond et intéressant, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une légère confusion, peut-être que je me trompe, hein, entre image et spectacle? Parce que finalement, c'est de la question de mise en scène, finalement, c'est un espace de spectacle Instagram. C'est un espace de mise en scène, c'est à un moment donné, l'image elle prend un rôle social avec des codes pour un spectacle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui... Il y a un côté, effectivement, quand on voit brutalement toutes ces axos, en fait, ça révèle la nature presque d'un décor de théâtre. Mais peut-être ce qu'on n'a pas assez précisé, c'est que dans ce rapport à l'image, il y a eu un certain basculement, quand même depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'on est passé de la représentation, donc la tentative de représenter une chose en vue de son incarnation, à un processus de simulation. Et la simulation ne représente pas, elle reproduit les mécanismes pour rendre encore plus vrai l'intensité de l'expérience sensitive. Et par exemple, c'est le cas, on avait parlé avec Jérémy Lecomte, on a échangé sur la question du simulateur de Formule 1. Un simulateur de Formule 1, ça ressemble en rien à une Formule 1. Mais c'est complètement dingue la véracité en fait, du degré de proximité en fait, de l'expérience que ça est. Pourtant, on ne représente pas une Formule 1. Et du coup, en fait, ce régime médiatique contemporain de l'image nous montre ça.
c'est que avant, et à l'époque de Debord, etc., notamment, où on était plus dans je sais pas, du référent surréaliste, là on tend vers des fictions qui reproduisent des mécanismes du réel avec tant de véracité. Et nous, par exemple, un truc qu'on apprend de mieux en mieux dans les écoles, c'est les outils de simulation. Par exemple, on a travaillé tous sur Blender, qui est plus un logiciel qui est destiné à l'animation et à du jeu vidéo. Et du coup, on a utilisé ça pour simuler les environnements dans Architecture. Ce qui est complètement différent de représenter des projets, comme ce qu'on a pu voir aux 2 présentations précédentes. Nous, on s'est inscrit dans un régime de simulation. Et dans ce sens-là, vous avez raison, on est plus dans un rapport de théâtre, où on cherche à dissimuler, en fait, tous les facsimilés, tous les artefacts. Et voilà, il n'y a pas de... Pareil, hein, pour revenir sur Fala, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, parce que nous aussi, on intervient dans ce régime. Par l'ornement, de fabrique de référents et de décors. Et Si vous deviez continuer ce diplôme, ouais. qu'est-ce que vous feriez? Étape suivante. Après, moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Cédric, sur une ouverture. Alors, ce sera probablement bancal, mais oula, pardon. Non, t'inquiète. Mais c'est vrai qu'en y pensant, l'humanisme avait pour but précis de recentrer en fait tous nos schémas de représentation ou de simulation autour de la figure de l'humain. Et quand même, ce qu'on a trouvé à travers cette exploration de notions de nature, c'est plus des interactions avec notre environnement. Et si on devait continuer ce diplôme, ce qu'on, pour être honnête, on pensait faire, à vrai dire. Donc vous voyez, ces vidéos ASMR, on les a commencées, on les a pas toutes reçues. Mais par exemple, pour cette question par rapport au PFE, nous, comment est-ce qu'on l'a pris, ce travail? Un peu aussi en réaction à beaucoup de choses, de ce qu'on n'avait pas envie de faire en tout cas. C'est qu'on ne voulait pas se dire que ce PFE, ça doit être notre œuvre, le faire valoir de notre légitimité en tant qu'architecte. On s'est dit, on veut que ça soit l'occasion, on a cette grande liberté assez incroyable, on est confinés tous les deux l'un en face de l'autre pendant 5 mois, de mettre en point un protocole de travail et d'initier une mécanique de projet. Et le but, en fait, c'est qu'après, ce projet d'ASMR, on l'a initié il y a 2 semaines. Et c'est le début, en fait, c'est la suite du travail. Une fois qu'on a commencé à réifier toutes ces fictions, ce qu'on vous expliquait, on a fait ces listes de courses qu'on a transmis à tout un tas de contacts qu'on a aux 4 coins du monde. Et les limites les frontières sont fermées. On est extrêmement contraint aujourd'hui dans notre capacité à voyager. Et même si on l'est plus demain, on doit clairement se positionner par rapport à ça, à cette question de parcourir des kilomètres. Enfin voilà. Et du coup, on a entrepris aussi ce travail, la poursuite de ce travail, comme une sorte de voyage, un peu une sorte d'international de la procuration. Et comment est-ce qu'on peut redonner du sens, redonner de l'appropriation sur ces objets génériques qui sont absolument partout dans le monde, du fin fond de la Sibérie à Kyoto, à New York. On a quasiment les mêmes objets. Et comment est-ce qu'on leur redonne un peu d'ancrage culturel? Comment est-ce qu'on leur redonne de l'appropriation par le sujet? Si je peux me permettre, j'ai quand même l'impression que vous êtes sur une définition un peu exclusive du monde en général. C'est-à-dire, à nouveau, c'est la question qu'on s'est posée pour un précédent PFE ce matin, c'est la question de la modélisation. Mais moi, en tant qu'anthropologue, je pourrais très bien vous répondre que tout ce que vous montrez là, je peux le raccorder à des usages. Or là, vous n'êtes qu'en train de démontrer un modèle. Et vous voyez ce que je veux dire? Non. Les connexions que vous faites, c'est puis normal, vous êtes confinés. Et là, ce que vous proposez à l'échelle mondiale, ça reste une modélisation. Mais par contre, il y a des usages. Ne perdez pas de vue que le monde, il ne se décrit pas seulement d'une façon. Après, Eric, si je peux intervenir, je n'ai pas parlé encore. Oui, bien sûr. Effectivement, là, dans cet aspect-là du projet, il y a évidemment, il y a un protocole, en fait, presque plus qu'un modèle, je dirais. Mais c'est un protocole, à mon avis, qui est justement une invitation à interroger les usages. Ce qu'ils n'ont pas encore peut-être fait dans ce projet à ce stade, puisqu'ils étaient dans un exercice
réflexifs qui partaient de leur propre expérience. Mais je trouve qu'effectivement, il y a cette ouverture-là qui, à mon avis, répond peut-être à ta question. C'est-à-dire c'est une possibilité d'un protocole à partir duquel il pourrait, si on veut, ajouter cette dimension au projet. Ouais, moi, je sais pas, il y a peut-être Eva aussi qui s'est pas exprimée encore, il me semble, peut-être avant que je conclue d'ailleurs. Ouais, alors moi j'ai écouté là tout ce qui s'est dit et il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites, donc je vais essayer d'être rapide. Et puis surtout, en fait, je crois que depuis ce matin, là, c'est le sujet sur lequel je me sens le moins à l'aise, en fait, je dois avouer. Aussi parce que c'est loin de ce que, comment dire, de la culture, enfin de toute cette discussion sur l'image, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je reçois, que j'écoute, mais pour moi, l'image, si on est architecte, qu'on fait de l'image, c'est effectivement pour créer des imaginaires et qui mènent probablement, enfin, on l'espère à chaque fois à des projets, quoi, et puis parfois ça reste au stade d'image. Donc voilà, je suis assez naïve et pragmatique avec ces choses-là. Et tout ce volet numérique sur les satisfying vidéos et tout ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez beaucoup plus que moi. Je suis très très impressionnée par le déroulé de votre travail. De la même manière que pour Cécile, il me semble, Reza, ton étudiante s'appelle Cécile, je crois. C'est ça. Voilà, il y a un propos qui est tenu du début jusqu'à la fin avec une grande maîtrise. On suit les choses, on comprend. Je suis hyper impressionnée par les vidéos, enfin tout. Il y a une maîtrise des outils et de la représentation qui est d'autant plus pertinente avec votre sujet. Impressionnée par l'image. Oui. Ce que moi je me demande, mais c'est peut-être aussi parce que je dessine, quoi. Mon job, moi, c'est de dessiner. C'est pour ça que je vous posais une première question en introduction. Ce qui m'intéresse de comprendre chez vous, c'est comment. Alors, je comprends que vous dessinez ces espèces d'univers à partir d'objets et de leurs univers publicitaires, quoi, qu'est-ce qu'ils invoquent, etc. Mais je vois quand même qu'il y a des choix de dessins que vous faites, c'est-à-dire quand on pourrait regarder les différents espaces qui sont dans le catalogue, quoi, mais il y a quand même des choix de dessins qui sont faits. Alors, je trouve ça intéressant quand vous commencez à expliquer qu'il y a un cyclo pour celui de la douche, là, de la jungle, dans celui de la cuisine. Il y a effectivement, ce sont des objets rapportés, mais il y a quand même un dessin, il y a des choix qui sont faits. Et je trouve qu'à chaque fois, ils sont intéressants et j'aurais aimé que vous soyez un peu plus généreux sur comment vous en êtes arrivé là, en fait. Et, parce que vous faites un projet super critique sur le monde dans lequel on vit, sur le métier qu'on fait, etc. Puis sur l'avenir de ce métier, surtout. Et alors, vous parlez beaucoup de l'image, mais il y a aussi ce truc du catalogue qui, moi, me choque beaucoup plus que cette discussion autour de l'image et de l'impact de l'image, qui est de dire, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de propositions architecturales, il n'y a qu'un espèce d'agrégat d'objets qu'on choisit sur catalogue, et on peut en prendre 1, 2, 3, on connaît déjà son prix, et ça déroule, quoi. Et ça, pour le coup, moi, enfin, je suis intéressée par le fait qu'on en parle aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me pose question pour le métier qu'on fait. Et voilà. Et bon, je me suis un peu perdue, mais globalement, ce que je trouve intéressant à côté de tout ce qui a été dit, c'est aussi les univers que vous créez. Et quand on parlait d'usage aussi, je crois que Eric et Jérémy en parlent. Moi, j'imagine, enfin, je trouve qu'il y a vraiment matière à imaginer comment est-ce qu'on habite ces choses-là et finalement comment est-ce que peut-être on finit par les détourner aussi. Parce que si on est toujours dans une logique de critique de ce système-là, quoi, de dessin ou de conception, comment est-ce qu'on finit, nous, usagers, par détourner ces choses-là ou les tordre, quoi. Ça, c'est je ne sais pas si ça vous parle ou si ça évoque quelque chose chez vous, mais moi, en tout cas, c'est des questions que je me pose quand je regarde votre diplôme. Alors, peut-être juste 2 petits commentaires. Comment est-ce qu'on a abordé ce travail? Alors, humblement, on ne veut pas dire que c'est des annexes, mais
on a essayé de les penser comme deux annexes en fait. La première, c'est au travail de Archizoom. C'est Archizoom qui a fait une série qui s'appelle Leti di Sogno et qui cherche à invoquer dans un format extrêmement contraint, qui est assez similaire à notre boîte, là, à notre cube Instagram, tous ces référents liés à la pop culture dans un espace domestique générique. Alors ça, on a cherché par le référent publicitaire à invoquer cette question, disons, culturelle et de masse de ces éléments-là. Et le deuxième élément, par rapport à ce que vous disiez sur la généricité de ces éléments-là, qu'est-ce qu'on fait avec on l'a perçu en fait comme une manière d'actualiser le travail qui a été fait par Nicolas sur la ville générique. Et donc c'était à la Biennale de Venise de 2000, je sais pas, 7. 14, je crois. Ouais, bon, sûrement. Et en gros, voilà, c'est aussi ça. Ce qu'il nous dit, c'est certes, on est architecte, on a on dessine de l'espace, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait à part réemployer toute la généricité des matériaux industrialisés de ce monde. Et nous, on a cherché à se positionner aussi par rapport à ça, et de montrer que tous les éléments de ces fantasmes, de ces méga-fictions à Bornéo ou que sais-je, ils sont là en fait. Ils sont existants, et à partir de ça, on compose. Et c'est un peu ça notre contribution à cette question en fait de la ville générique. On se propose de l'actualiser assez brutalement. Alors c'est vrai que ça peut paraître méchant parfois, mais on s'est autorisé à regarder beaucoup de publicités, par exemple, pendant ce PFE, des reportages un peu nuls. Mais du coup, on voit bien, la publicité, c'est quelque chose, ça n'a aucun lien, c'est extrêmement brutal, elle est comme ça en fait. Et du coup, si on la prend objectivement, ouvertement, sans la juger, eh ben, ça génère quand même des choses assez chaotiques et très éclectiques. Est-ce que vous ne passez pas à côté d'une autre partie de l'architecture aujourd'hui? Je pense à l'architecture que développe Patrick Bouchain, une architecture plus soucieuse du monde social. Comment vous classez cette architecture-là, qui est quand même, il y a beaucoup de collectifs qui existent dans ce pays, qui pratiquent une architecture qui n'est pas celle indexée à l'œuvre de Rem Koolhaas, quoi. Donc comment est-ce que vous classez cette archi-là? Qu'est-ce que vous en faites? Elle échappe un peu à votre critique, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais c'est aussi le produit de. C'est aussi le produit du confinement et de se pencher sur cette surprésence médiatique, c'est-à-dire de voir, même si Patrick Bouchain est quand même assez présent médiatiquement, quel serait le produit d'une architecture hyper médiatisée. Mais effectivement, vous avez raison, c'est juste. Et certes, on ne peut pas tout traiter, mais par exemple sur ce truc du générique, factuellement, quoi, ma maison d'enfance, c'est ça, c'est du pavillon de constructeur, et qui est très habitable néanmoins. Mais où est l'architecture? Où est l'architecture? Et nous, en fait, ça pose aussi un problème, un questionnement par rapport à cette question de qu'est-ce qu'on considère aussi nous comme étudiants et architectes, qu'est-ce que c'est de l'architecture? Est-ce que c'est un pavillon de constructeur générique qui peut être dupliqué 10 000 fois? Est-ce que c'est ça de l'architecture? Et nous, voilà, on a cherché à entrevoir où était, disons, la fiction, la fabrique possible d'un impossible, dans un environnement extrêmement générique et contraint qui est du pavillonnaire de banlieue, fait avec des matériaux de Leroy Merlin. Si vous ne confondez pas produit et langage, je pense que vous répondrez à votre question. Oui. Il y a une chose, attendez, ouais. Cédric, tu voulais ajouter quelque chose? Non, juste pour préciser une petite chose, mais je pense quand même très sincèrement que Patrick Bouchain et Rem Koolhaas font partie du même 1% qui existe en parallèle des 99 autres pourcents de l'architecture qui fait le monde, en fait. Donc, la distance entre Bouchain et Koolhaas, elle est beaucoup plus petite entre eux et le reste du monde. Quand même, hein, juste pour... Oui, mais Cédric, Rem Koolhaas n'inspire pas les architectes comme Patrick Bouchain. Donc tous ces 99% vont être influencés par Bouchain d'une certaine façon, même si il appartient au même monde que Koolhaas. Ouais.
C'est une longue discussion à entretenir plus tard éventuellement. Mais le Ouais, problème, pas d'accord. encore. Non, mais ce PFE a le grand mérite de poser des questions très intéressantes. Ouais. Et peut-être juste pour terminer rapidement, en fait aussi ce quartier, le quartier là, dans lequel on était confiné, c'est à Sartrouville, donc c'est derrière la Défense. C'est un quartier qui se haussmanise, curieusement, depuis une quinzaine d'années, pour faire grimper la valeur foncière, parce que c'est un lieu où il y a énormément de spéculation actuellement. On transforme des carrosseries, des anciens garages, en bâtiments haussmanniens. Et du coup, nous on regardait les panneaux et on voit, il y a des architectes, il y a des agences qui font ces bâtiments Kaufmann Broad. Et on va sûrement, enfin on a sûrement pas le choix quoi, dans ce contexte économique. Et du coup, ça aussi, ça pose la question de quand nous, on devient assujetti quoi, à une injonction à faire du néo-haussmannien en tant qu'architecte. Comment est-ce que nous on se positionne avec des matériaux préfabriqués de la banque Kaufmann Broad? C'est le genre de questions qui nous ont alimentés par rapport à ce contexte de 300 mètres autour du pavillon. Bah oui, je crois que effectivement vous répondez très bien encore une fois, je trouve. Effectivement, hein, j'aurais bien participé à pas mal de ces discussions, mais je pense qu'il faut aussi peut-être un peu conclure, et c'était pas tout à fait mon rôle là aussi d'intervenir avant de conclure, mais il me semble quand même que pour moi c'est un peu un projet d'étudiants qui se retrouvent confinés dans un pavillon. Dans un pavillon de banlieue de classe moyenne, rempli d'objets de consommation, qui par ailleurs sont étudiants d'architecture, qui passent leur temps à regarder ce que les architectes produisent et diffusent sur Instagram, et que c'est un projet qui a essayé, depuis cette situation, d'initier une critique sur le régime contemporain des images en architecture. Et encore une fois, sur cette... effectivement, c'est peut-être une sous-catégorie, cette question du FAP, mais c'est une sous-catégorie qui devient de plus en plus dominante depuis au moins 20 ans dans en fait tout un ensemble de régimes de production d'images, de production d'affect et de production, je dirais, culturelle au sens large. Et donc en ce sens, à mon avis, effectivement, un sous-genre qui est amené certainement à envahir l'architecture, si ce n'est pas déjà en train de le faire. Et je trouve qu'en ce sens-là, c'est un projet à la fois extrêmement réflexif, mais aussi qui anticipe aussi en fait un certain nombre de développements, et je trouve que en ça il pose des questions vraiment très intéressantes. Voilà, on en discutait rapidement avec Jake dans le chat. Il se trouve qu'on a été collègues à SciArt, qui est quand même l'école où c'est l'empire de l'architecture qui devient une production d'images, et on trouvait que votre projet justement pouvait poser des questions à ce qui se fait à SciArt de manière peut-être moins critique, moins réflexive, et qu'en ça, il me semble qu'il y a quelque chose de tout à fait contemporain et de tout à fait intéressant. Voilà, après sur le fond, et je trouve que c'est un projet qui est devenu extrêmement abouti. Je pense qu'on a peut-être aussi payé un peu le confinement plutôt sur la présentation, parce que vous avez produit beaucoup de choses extrêmement riches et dont je ne suis pas totalement sûr qu'on ait tous eu le temps de les regarder vraiment aussi attentivement qu'ils le méritaient. Donc j'invite peut-être les membres du jury à garder ces liens quelque part pour les regarder aussi à tête reposée plus tard. Voilà, en tout cas je vous remercie. Moi je suis assez impressionné du travail que vous avez fait. Je trouve que vous avez à la fois digéré toute la littérature parfois dense et parfois complexe que j'ai pu vous envoyer, et vous avez aussi réussi dans ce temps extrêmement court à apprendre des logiciels comme Blender finalement, que vous ne maîtrisiez peut-être pas nécessairement avant de commencer ce projet. Et pour moi ça montre qu'un projet de fin d'études, ça peut encore être aussi un vrai moment d'apprentissage et pas simplement un moment où on conclut un parcours en montrant ce qu'on sait déjà faire. Et je trouve qu'en ça, c'est aussi voilà, une dimension vraiment très importante pour moi de votre projet, et je vous remercie de m'avoir suivi aussi peut-être dans certaines de mes exigences, parfois peut-être un peu douloureuses, mais en tout cas, je vous remercie. J'ai appris beaucoup de choses aussi avec vous, et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette conversation. Avec plaisir, merci. Et on vous remercie aussi pour cette présentation, et puis on va se délibérer maintenant.
Oui, voilà, juste un mot d'organisation. On s'est dit qu'on délibérait dans la foulée, donc on va demander au public et aux étudiants de nous quitter. On vous signalera aux étudiants. Moi, je peux vous signaler Quentin, Alexandre, Héloïse et Pierre quand nous serons prêts à vous donner les résultats par WhatsApp, et puis vous pouvez vous reconnecter tout simplement sur cette conversation. J'ai aussi... Enfin non, après ça, c'était des questions de délibération. Donc voilà. On peut s'arrêter là pour ce qui concerne les étudiants, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Et non, pardon, et merci à Jake qu'on va libérer dès maintenant. Il m'a fait part de ses commentaires et de ses notes parce qu'il est plus de 4 heures du matin chez lui. Donc on va peut-être... Merci, Jake. Thank you all. Thank you. It's a real pleasure to engage in international exchange like this at a time like this. And so I feel very honored to be included in this process and your presentations. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Bon. And good night.